1989, France, région forestière isolée, base de construction militaire numéro 47. Une mère arrive pour sauver son fils, un étudiant en physique de 19 ans, piégé par ses camarades de promotion, des fils de hauts responsables, et envoyé pour 2 ans en fer. Elle se fait engager comme infirmière sous un faux nom pour rester près de lui. Mais dans cette unité, les lois ne sont pas écrites sur le papier, elles sont écrites par la peur et la force. Ici règnent 3 hommes comme des dieux. Le colonel Olivier Victorin Ribaud, 48 ans, trapu, tonitruant, regard lourd, voix qui met les subordonnés au garde à vous. Ancien combattant décoré d'Afghanistan, la guerre a fait de lui un tyran cynique qui prend tout ce qu'il veut, les femmes comprises. Le commandant André-Pierre Sirot, 39 ans, maigre, nerveux, toujours en sueur, regard fuyant, sourire poisseux, maître du chantage discret, des dénonciations et des bassesses. Il préfère pousser sa victime à venir supplier d'elle-même. Le capitaine Dimitri Novak, 35 ans, sec, sourire glacé, regard vide, un sadique qui se nourrit de la peur dans les yeux des autres. Il éduque personnellement à coups de poing de ceinture ou de moque qui blessent plus qu'un couteau. Ils obligent Valentine à venir prendre le thé avec eux le soir au quartier général. En échange, moins de béton et de pelle pour son fils, un lit chaud, une ration supplémentaire. Elle paye de son corps en silence, avec patience, pour son fils. Amis, les algorithmes n'aiment pas ce genre d'histoire. Abonnez-vous maintenant pour ne pas perdre la chaîne. Likez, écrivez en commentaire d'où vous regardez. Et maintenant, voici ce qui s'est réellement passé. Paris, cité universitaire de la faculté de physique. Antoine Orléans, 19 ans, maigre, lunettes, cheveux toujours en bataille, était assis à son bureau terminant ses notes de mécanique quantique. La chambre sentait le café et les vieux livres. Sur le rebord de la fenêtre, un cactus desséché, cadeau de sa mère. La porte claqua. 3 garçons entrèrent. Victor Sorel, fils d'un sous-ministre. Dimitri Kozak, fils d'un général du renseignement. Serge Lebrun, rejeton d'un apparatchik régional. Tous légèrement ivres, les yeux brillants. « Salut Orléans, le physicien », lança Victor avec un large sourire. « On vient en paix. » Antoine leva la tête. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Dimitri s'approcha et posa une liasse de tracts sur la table. « Lis ça. » Intéressant. Antoine prit la feuille du dessus. Publication clandestine, chroniques interdites. Il la jeta aussitôt. « Ce n'est pas à moi. Enlevez ça. Serge Ricana. Ça l'est déjà. On vient d'en mettre dans ton placard et sous ton matelas. » Antoine pâlit. « Vous êtes fou. C'est criminel. » Victor se pencha vers lui. « Tu croyais qu'on supportait tes réponses parfaites en séminaire par gentillesse ? Tu nous gênes, Orléans. Trop intelligent, trop propre. Il est temps de t'écarter. » Dimitri ajouta calmement. « La police arrive. Appel anonyme. On a trouvé de la propagande interdite chez l'étudiant Orléans. » « Je n'ai rien fait. C'est un piège. » Serge sourit. « Un piège ? Oui. Mais qui va te croire ? Toi, fils d'infirmière, ou nous, enfants de l'élite ? Ils partirent en claquant la porte. 20 minutes plus tard, des hommes en civil firent irruption, perquisition. Tout fut trouvé. Antoine resta debout au milieu de la pièce, menotté, les mains dans le dos. Sa mère arriva 2 heures plus tard. Valentine Michel, 38 ans, infirmière, visage pâle, regard sec. Il n'y avait plus de larmes. « Antoine, » murmura-t-elle, en l'enlaçant à travers les barreaux. « Maman, ce sont eux, Sorel, Cacrin, ils m'ont piégé. » Elle haussa la tête. « Je sais, mais on ne peut rien prouver. Le procès dans 1 semaine. 2 ans, dans une unité de construction militaire. Pas une prison, mais l'enfer. » Antoine éclata en sanglots. « Je ne survivrai pas. Là-bas, ils tuent les faibles. » Valentine lui serra la main. « Tu survivras. Je te sortirai de là. Je te le promets. » Le procès fut expéditif. 2 ans, unité militaire de construction. Antoine disparut dans les forêts lointaines. Valentine vendit les bijoux de sa mère, donna un pot de vin, changea de nom, Bellement, et se fit engager comme infirmière dans la même unité, numéro 47. Elle arriva en octobre, les arbres nus, le vent tranchant la peau. Au poste de garde, un adjoint rouge grogna. « Infirmière Bellement. Les papiers, une femme ici. Eh bien, entrez, le capitaine vous attend. » Elle franchit les grilles, caserne en béton, tour de garde en bois. Des soldats en manteau déchiré portaient des planches. Elle le chercha du regard. Parmi des centaines de têtes rasées, elle le vit. Antoine, rasé, sous un autre nom, Martin. Il la reconnut. 1 seconde, il cessa de respirer. Elle passa sans se retourner. Ses doigts serrèrent la poigne de la valise, jusqu'à la douleur. Elle savait, au moindre signe, il le briserait. Ici, ils étaient d'étrangers. C'était la seule façon de survivre. Personne ne savait que le soldat Martin était son fils. Valentine fit tout pour que cela reste secret.
Pas d'étreinte, pas de regard prolongé, seulement de brèves hoches de tête sur la place d'appel. Mais à l'intérieur, elle brûlait. Chaque fois qu'elle le voyait, tête baissée, cerne sous les yeux, le cœur se serrait. Le premier matin, le capitaine Novak entra à l'infirmerie. « Bonjour, infirmière Belmont. » Bien installé ? Oui, mon capitaine, je travaille. Il sourit froidement. Surveillez surtout Martin, il est fragile. Elle soutint son regard. Je soigne tout le monde pareil. On vous l'enverra souvent. À midi, Antoine fut amené officiellement pour un mal de tête. En réalité, une pommette violette, une lèvre fendue. Maman, silence, déshabille-toi. Qui t'a fait ça ? Le sergent. Il a dit que je marchais trop lentement. Elle murmura. Tiens bon, je ferai en sorte qu'on te laisse tranquille. Comment ? Je suis infirmière, ils ont besoin de moi, plus qu'ils ne le pensent. Elle écrivit dans le registre, soldat Martin, commotion légère, travail allégé recommandé, affectation au bureau. Le soir, elle frappa à la porte du capitaine. Entrez. Il signa puis se pencha vers elle. Et vous viendrez ce soir pour parler de la santé des hommes. Elle acquiesça. Je viendrai. Ses jambes tremblaient, mais elle marchait droit. Cette nuit-là, la porte se referma derrière elle. Le lendemain, le colonel Ribaud sourit en apprenant la nouvelle. Qu'elle vienne pour chacun de nous. En échange, la vie de son garçon. Valentine Belmont entra dans l'unité comme une étrangère. Personne ne sut jamais que le soldat Martin était son fils Antoine. Elle garda le secret et elle brûlait en silence. Chaque fois qu'elle voyait Antoine, debout au garde-à-vous, la tête baissée, les cernes sombres sous les yeux, son cœur se serrait. Premier jour matin, elle arriva à l'infirmerie avant tout le monde. Elle disposa les instruments, vérifiait les ampoules, l'alcool, les bandages. La porte s'ouvrit. Le capitaine de compagnie entra. Le capitaine Novak, grand, sec, avec un sourire froid. « Bonjour, infirmière Belmont. Bien installée ? » ?»« Normalement, mon capitaine, je travaille. » Novak parcourut la pièce du regard, s'attarda sur ses mains. « Ici, les soldats tombent souvent malades, surtout les jeunes, les faibles. Surveillez-les bien. » Il marqua une pause. « Surtout Martin, il est fragile. » Valentine leva les yeux, calme, sans trembler. « Je soigne tout le monde de la même façon. S'il est malade, appelez-moi. » Le sourire de Novak s'élargit. « On vous appellera souvent. » Il sortit. Valentine expira lentement. Premier test réussi. À midi, on amena Antoine à l'infirmerie. Officiellement, maux de tête après une corvée. En réalité, un bleu sur la pommette, la lèvre éclatée. « Ilan, maman, chut !» interrompit-elle à voix basse. « Assieds-toi, enlève ta veste. » Elle examina les blessures, passa de l'iode. « Qui t'a fait ça ?»« Le sergent. Il a dit que je marchais trop lentement. » Elle serra les lèvres. « Tiens bon, je ferai en sorte qu'on ne te touche que. » Comment ? Tu vas leur parler. J'ai du poids ici, je suis infirmière. Ils ont plus peur des maladies que des balles. Antoine secouait la tête. Ils n'ont pas peur, ils utilisent. Hier, le capitaine a convoqué la femme d'un détenu. Elle est sortie en larmes, et ensuite son mari a obtenu une permission. Valentine resta figée, puis murmura. « Je sais, mais je ne les laisserai pas te briser. Je vais te faire transférer au bureau. Là-bas, c'est plus facile. Des papiers, de la chaleur, pas de pelle. Comment ? Je dirais que tu as besoin d'un régime allégé après un traumatisme crânien. Ils accepteront. Ils ont intérêt à me garder. » Satisfaite, Antoine la regarda avec douleur. « Maman, tu ne dois pas. »« Si, trancha-t-elle, tu es mon fils. Je ne te laisserai pas ici. » Elle écrivit dans le registre. « Soldat Martin, commotion légère, recommandé, travail léger au bureau, repos au lit, 3 jours. » 2 heures plus tard, elle frappa à la porte du capitaine. « Entrez. » Novak était assis, buvait du thé. « Mon capitaine, puis-je entrer ? » Infirmière Belmont, que puis-je faire pour vous ? Elle posa le registre sur la table. Le soldat Martin chute dans l'escalier, commotion. Je recommande un transfert au bureau pour 3 semaines. Novak lut, leva les yeux. Et si je dis non ? Valentine soutint son regard. Alors, je ferai un rapport au... Il ritana. Vous me menacez ? Je vous préviens en tant que médecin. Il hésita puis signa. Très bien, on le transfère. Puis se pencha vers elle. Et vous m'aiderez aussi ? Passez ce soir, on parlera de la santé du personnel. Valentine hocha la tête. Je passerai. Elle sortit. Les jambes tremblaient, mais elle marchait. Le soir, Antoine fut convoqué à l'état-major. Martin, à partir de demain, affectation au bureau. Aide du secrétaire, ordre du capitaine. Pourquoi ? L'infirmière a dit que tu avais mal à la tête. Régime léger. Dans le couloir, il vit sa mère dans l'ombre. Elle hocha à peine la tête. Il comprit. Cette nuit-là, Valentine entra chez le capitaine. La porte se ferma à clé. Il versa du cognac. Alors, infirmière, à la santé des soldats. Elle prit le verre, but d'entrée, les yeux secs, à la santé. Le lendemain, le colonel Ribaud fut informé. Elle a accepté pour son fils. Parfait, sourit-il. Qu'elle vienne pour chacun de nous. Des ampoules. Pour tous, la vie de son garçon. Valentine Belmont quitta le bureau de Ribaud vers 22h30. La porte se referma derrière elle doucement, presque tendrement. Dans l'infirmerie, une seule lampe était allumée. Elle ferma la porte, s'y adossa, et seulement alors expira.
un souffle brisé dans le miroir, lèvres mordues, cerne qu'il faudrait cacher demain. Elle détourna le regard. Sur la table, une ampoule. La dernière dose pour Antoine. Pour lui, murmura-t-elle comme une prière. Elle nettoya ses blessures, serra les dents. Pas un cri. On frappa doucement. « C'est moi, maman Antoine. » Il entra. « Je t'ai vu sortir de chez Ribot. Tu pleurais. »« Non, je suis fatigué. » Retourne à la caserne. « Je sais tout, maman. Il t'utilise pour moi. » Elle se tourna lentement. « Oui, et je paierai encore s'il le faut, parce que sinon, ils te détruiront. Alors pars, moi je tiendrai. Tu ne tiendras pas. Je suis ta mère, je vois tout. » Il l'enlaça doucement. « Je t'aime, moi aussi. Va-t'en. » Il partit. Elle resta seule, brisa la dernière ampoule, avala le liquide amer. « Pour toi, Antoine. » Elle s'allongea, pleura en silence. Mais à 6 heures précises, elle se leva, se lava à l'eau glacée, enfila un uniforme propre et sourit au premier soldat. « Bonjour, de quoi vous plaignez-vous » Elle tenait, pour son fils, pour la vie. Le 11 novembre au matin, quelque chose changea. La sirène ne hurla pas, mais la tension parcourut la base comme une décharge électrique. Les soldats chuchotaient. Quelqu'un d'important venait d'arriver du district. On disait qu'un colonel inspecteur arrivait, qu'il allait tout retourner, tout fouiller. Antoine l'entendit, en portant des dossiers vers l'état-major. Son cœur se serra, il le savait. Si une commission était là, sa mère était en danger. On pouvait la convoquer, l'interroger, la faire craquer. Sur la place d'armes, on forma une garde d'honneur. 20 soldats les plus solides, en manteau neuf. Les autres furent repoussés dans les baraquements pour qu'ils ne gâchent pas le décor. Les grilles s'ouvrirent. Une berline noire aux plaques de Paris entra, suivie d'un véhicule d'escorte. Un homme grand descendit, manteau long, col de fourrure. Le colonel Vitalis Skwartov, 48 ans, épaules larges, visage taillé dans la pierre, yeux gris, froids, habitué à voir à travers les gens. Il traversa la place d'armes sans regarder les soldats raides comme des piquets. Le commandant de l'unité, le lieutenant-colonel Ribot, se précipita. « Mon colonel, le personnel est aligné pour l'inspection. » Skwartov s'arrêta et le fixa comme s'il le lisait de l'intérieur. « Rangez-moi ce défilé, je ne suis pas venu pour admirer une parade. Où est l'infirmerie » Ribot cligna des yeux. « L'infirmerie ? Tout est en ordre ? L'infirmière travaille ? Je vérifierai moi-même. » Il se dirigea vers l'infirmerie. Antoine, dans l'ombre de l'état-major, dossier contre lui, le vit et se figea. Son père, celui qu'il n'avait pas vu depuis 5 ans, celui qui était parti mais envoyait de l'argent. Et là, à 10 mètres de lui, sans le reconnaître. Skwartov entra dans l'infirmerie. Valentine était debout près de la table, triant des ampoules. Elle entendit les pas, se retourna et le vit. L'ampoule lui échappa des doigts. Elle se brisa. Le tintement du verre trancha. « Vitia » souffla-t-elle. Il resta figé sur le seuil. Son visage trembla. Pour la première fois depuis des années, ses yeux s'ouvrirent grands. Valia. Ils restèrent immobiles. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Puis Skwartov entra et ferma la porte. « Tu es ici » Sa voix était arque. « Pourquoi » Valentine baissa les yeux. « Antoine, il est ici. On l'a piégé. 2 ans dans l'unité. Je suis venu le sortir de là. » Skwartov serra les bras. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Tu es parti il y a 5 ans. Tu as dit « ne gêne pas ma carrière ». Je ne voulais pas gêner. Il s'approcha, la regarda vraiment. Les cernes, la fatigue, la façon dont elle s'accrochait au bord de la table pour ne pas tomber. « Qu'est-ce qu'ils te font ?» Valentine se tut, puis dit bas. « Ce qu'on fait aux femmes ici. Pour mon fils. Pour qu'on ne le frappe pas. Pour qu'on ne l'envoie pas au béton. Pour qu'il survive. » Skwartov ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il y avait de l'acier dedans. Qui ? Elle nomma Ribot, Siro, Novak. Les noms tombèrent comme des pierres. Skwartov hacha la tête. Je m'en occupe par la loi. Vitia. Uniquement par la loi. Pas avec les mains. Il la fixa longtemps. Par la loi. Je te le promets. Il sortit. Valentine resta seule.
s'assit sur la couchette, se couvrit le visage. Pour la première fois depuis des mois, elle pleura sans bruit. Pas des larmes de douleur, des larmes d'espoir. Après l'entretien, Skvortsov revint sur la place d'armes. Son visage était de pierre, mais ses yeux brûlaient un feu froid. Il ne rassembla pas les officiers en urgence. Il alla simplement vers le dépôt carburant. Porte fermée. Il frappa. Bref. Sec. Un adjoint ouvrit. Jeune. En sueur. Regard fuyant. Mon colonel. Ouvrez. Inspection. L'adjudant hésita. Il faut l'inventaire. Skvortsov le regarda. L'homme sortit aussitôt la clé. À l'intérieur, ça sentait le gasoil. Et la peur. Skvortsov passa entre les fûts, posa un doigt sur l'un d'eux. Une poussière épaisse. Dernière livraison? En août, mon colonel. Et d'après les documents, en octobre. 50 tonnes supplémentaires. L'adjudant blanchit. Une erreur peut-être? Skvortsov se tourna. Une erreur de 50 tonnes, ce n'est pas une erreur. C'est un détournement. Il sortit. L'adju resta immobile, la craie tremblant dans sa main. Puis, le dépôt alimentaire, porte ouverte, des caisses vides. Des boîtes étiquetées « réformées », date dépassée. Skvortsov en prit une, de la viande en conserve. Date de réforme hier, contenu frais. Qui a réformé? Le responsable, un sergent-chef, s'avança. Moi, mon colonel. Périmé? Skvortsov ouvrit la boîte. L'odeur de viande frappa. Périmé, ça sent frais. Et le goût aussi, j'imagine. Il posa la boîte. Combien avez-vous réformé ce trimestre? 300 boîtes. Et combien vous en avez vendu? Silence. Skvortsov hocha la tête. Je note. On continue. Il passa dans les baraquements. Les soldats se figèrent au garde à vous. Skvortsov s'arrêta près du lit d'Antoine. Observa la couverture mince, les chaussettes trouées. Pourquoi le linge n'a pas été changé depuis septembre? Le capitaine Novak avança. Selon le plan, mon colonel, en décembre, on distribuera l'équipement d'hiver. Skvortsov se tourna vers lui. L'équipement d'hiver en décembre, quand il fera déjà moins 30? Et l'équipement d'été, il est où? Novak hésita. Réformé, usé. Skvortsov hocha la tête. Je note, usé. Ensuite, il alla à l'état-major. S'assit au bureau de Ribot. Ouvrit. Une clé fut trouvée rapidement. À l'intérieur, des dossiers, de l'argent, des bouteilles de cognac et une liste de noms avec des chiffres. Skvortsov lut. Leva les yeux vers Ribot, blême à la porte. C'est quoi ça? Note personnelle, des primes. Skvortsov prit la liste. Prime 500 francs à la femme du soldat Martin. 300 à la femme du soldat. Il releva la tête. Pourquoi? Ribot se tut. Skvortsov continua. Et ici, service. À côté de chaque nom, effectué. Il posa la feuille doucement. Quel service, lieutenant-colonel? Ribot baissa la tête. Relations personnelles. Skvortsov se leva. Sa voix était basse, mais elle glaçait les murs. Des relations personnelles avec les femmes des soldats? En échange de rations, de médicaments, de dispenses, de leur survie? Ribot tenta. C'est pour la discipline, mon colonel, pour que les femmes ne se plaignent pas, pour l'ordre. Skvortsov fit un pas. L'ordre? Ce n'est pas l'ordre, c'est un crime. Il se tourna vers la porte. 2 hommes en civil étaient déjà là. Le service spécial venu avec lui. Le commandant Sirotte et le capitaine Novak à l'état-major, immédiatement. 10 minutes plus tard, tous les 3 étaient devant le bureau. Ribot, Sirotte, Novak. Visage gris, main derrière le dos. Skvortsov les observa longuement, puis dit calmement. Vous êtes en état d'arrestation. Détournement à grande échelle, abus de pouvoir, violence sur civil, sans âge, tout par la loi. Ribot releva la tête. Mon colonel, c'est une erreur. Skvortsov coupa. Une erreur, c'est oublier une boîte. Vous avez réformé des wagons. Une erreur, c'est oublier du linge. Vous avez acheté des services avec la vie des hommes. Ce n'est pas une erreur, c'est un crime. Il fit un signe. Emmenez-les. Ils furent emmenés sans résistance. À la porte, Ribot se retourna. Et votre fils Martin, il savait? Skvortsov le fixa. C'est une victime, comme sa mère. Et vous êtes des criminels. La porte se referma. Skvortsov s'assit, prit une feuille blanche et écrivit brièvement. Rapport unité numéro 47, détournement, abus de pouvoir, dépravation, demande d'ouverture de procédure. Il signa, plia et remit le tout à son aide, au district immédiatement. Puis il revint à l'infirmerie. Valentine était près de la fenêtre.
En le voyant, elle ne sembla pas surprise. « Tu as tout su ?»« Tout. Et maintenant ?»« Maintenant, ils seront jugés. L'unité sera dissoute. Antoine sortira réhabilité. » Elle hoda la tête. « Merci. » Il la regarda longtemps. « Pardon de ne pas avoir été là, de ne pas vous avoir protégé. » Valentine sourit, pour la première fois depuis des mois. « Vraiment, tu es là, ça suffit. » Ils restèrent silencieux. Puis il lui prit la main. « On rentre à la maison, tous les trois. » Elle acquiesça. Après l'arrestation de Ribaud, Sirot et Novak, l'unité se figea. Les soldats chuchotaient, craignant d'élever la voix. Les officiers marchaient plus bas que l'herbe. Skvortsov s'installa à l'état-major. Chaque jour, de Esch jusqu'à minuit, il épluchait les dossiers, convoquait des témoins, signait des demandes au procureur militaire. Il ne criait pas, il ne menaçait pas, il travaillait méthodiquement, comme une machine. Le premier à être convoqué fut le planton, Nicolas. Il entra et se mit au garde-à-vous. « Soldat Kolaznikov », commença le colonel Skvortsov sans lever les yeux de ses dossiers. « Tu étais de garde dans la nuit du 10 ou 11 novembre. »« Oui, mon colonel. » Que se passait-il à l'état-major? Nicolas avala sa salive. Les officiers buvaient. Ribaud, Sirot, Novak, après l'extinction des feux. La porte du bureau était fermée. Skvortsov leva les yeux. « As-tu entendu les cris ?» Nicolas baissa le regard. « Non, seulement du bruit dans les baraquements. Les soldats tapaient sur leurs gamélis. » Skvortsov hocha la tête. « Je note. Tu peux disposer. » Nicolas sortit. On fit entrer ensuite le chef de magasin. Il était en sueur. Les mains tremblaient. « Mon colonel, je... » La viande en conserve, 300 boîtes. Date de réforme hier. Contenu frais. Explique. Le sergent-chef se laissa tomber sur une chaise sans y être invité. Ils l'ont ordonné. Ribaud a dit « Réforme, on vendra ». J'ai signé, j'avais peur. Skvortsov nota, avait peur. D'accord. Et le carburant, 50 tonnes, où est-il passé? Le sergent-chef murmura, vendu à des coopératives. L'argent? Ribaud, Skvortsov posa son stylo. Signe ta déposition, tout ce que tu sais, et n'aie plus peur. Désormais, ce sont eux qui auront peur. Le sergent-chef signa tremblante. 3 jours plus tard, le parquet arriva. 2 enquêteurs en civil et un procureur militaire, colonel de justice. Skvortsov le remit 3 dossiers. Détournement, falsification, chantage, violence sur civil. Tout était là. Signature, procès-verbaux, chiffres. Le procureur lut la première page. Grave. Il y a 10 ans, c'était la peine capitale. Aujourd'hui, régime sévère, 12 à 15 ans. Skvortsov hocha la tête. Je veux le maximum pour que ça serve d'exemple. Le procès se tint à huis clos dans une petite salle du district. Ribaud, Sirot et Novak se tenaient dans le box, sans galon ni décoration. Visage gris. Le procureur lut l'acte d'accusation. Détournement de biens publics à grande échelle, abus de pouvoir, violence sur civil, chantage. Ribaud releva la tête. « Monsieur le juge, j'ai servi la patrie. Afghanistan, médaille du mérite. » Le juge coupa. « Servi, puis vous avez volé, fait chanter et violé les femmes des soldats. Ce n'est pas du service, c'est un crime. » Les témoins se succédèrent. Nicolas parlait des nuits au bureau, le sergent-chef des réformes, les femmes de soldats des thés du soir. Valentine témoigna aussi brièvement, sans larmes. « Je suis venu sauver mon fils. Ils m'ont obligé à payer de mon corps pour des médicaments, des dispenses pour sa vie. » Ribaud fixait le sol, Sirot pleurait, Novak restait silencieux. Le verdict tomba 1 semaine plus tard. Ribaud Grégoire, 12 ans de détention en régime sévère, dégradation et retrait des décorations. Sirot André, 10 ans. Novak Dimitri, 9 ans, pour les 3 confiscations des biens. L'unité fut dissoute. 1 mois plus tard, les soldats furent répartis ailleurs. Antoine obtint la réhabilitation, absence d'infraction. Il fut réintégré à l'université, faculté de physique 3e année. Valentine l'attendait au portail de l'unité. Il sortit maigre mais vivant. La vie courut vers elle, l'étreignit fort. « Maman, merci, tout est fini. » On rentre à la maison. Ils montèrent dans la voiture de Skvortsov qui attendait au poste de garde. Quand Antoine vit son père, il s'arrêta net. « Papa !» Skvortsov sortit, s'approcha, l'enlaça brièvement mais fermement. « Pardon d'être venu si tard. » Antoine hacha la tête. « Tu es venu, ça suffit. » Ils prirent le train vers Chita puis revinrent à Paris. Dans le compartiment, Valentine regardait la forêt défiler. Skvortsov était à côté. Antoine en face. « On essaye encore ?» demanda Skvortsov à voix basse. Valentine le regarda. « On essaye. Pour Antoine. Pour nous. » Antoine sourit, pour la première fois depuis 2 ans. Moi aussi. À Paris, Antoine reprit l'université. Valentine trouva un poste dans une polyclinique. Skvortsov prit un congé. Ils vécurent ensemble, prudemment, lentement, recollant ce qui avait été brisé. Les cicatrices restaient, mais ils étaient ensemble. L'unité numéro 47 disparut. À sa place, un terrain vague. La forêt se taisait, mais à terre se souvenait. La réhabilitation fut rapide, les papiers signés, l'attestation d'innocence dans la poche. Antoine descendit du train à la gare de l'Est. Maigre, manteau usé, sac sur l'épaule. Valentine l'attendait sur le quai. Elle le serra si fort qu'il faillit pleurer. « Antoine, vivant, vivant, maman, tout est fini. »
À côté se tenait Vitali, grand, manteau civil, tempe grisonnante, regard fatigué mais doux. Il leur laissa 1 minute, puis posa la main sur l'épaule de son fils. « Bonjour mon fils. Bonjour papa. Pardon de ne pas avoir été là. Tu es venu à l'unité. Tu nous as sauvés. Ça suffit. » Ils rentrèrent dans l'ancien appartement de la rue de Rivoli. Les portes grinçaient, comme avant. L'odeur de poussière et de livres était la même. Antoine entra le premier, s'arrêta dans le couloir, regarda les photos. Enfant avec ses parents, tout était pareil, sauf lui. « Je ne sais pas ce qui vient maintenant, » dit-il. Valentine posa le thé. L'université? La 3e année? La fin d'année? Le doyen a confirmé. Et si je n'y arrive pas après tout ça? Skvortsov s'assit en face. Tu y arriveras. Tu as toujours pu. Maintenant, tu n'es plus seul. Vous êtes ensemble? Demanda Antoine doucement. Valentine regarda Vitali. Il hocha la tête. On essaye. Pas d'un coup, mais on essaye. On a tous les deux fauté, ajouta-t-elle. Moi, je suis parti. Lui, il n'a pas cherché. Mais maintenant, nous sommes là. Antoine hocha la tête. D'accord. J'essaierai aussi. 1 an passa. Antoine réussissait brillamment ses examens. La nuit, parfois, les cauchemars revenaient. Le béton, l'appel, les cris. Il allait à la cuisine. La lumière était toujours allumée. Valentine buvait du thé. Vitali lisait le journal. Encore? Oui. Bois, ça passera. Raconte, disait Vitali. Ils écoutaient sans s'interrompre. C'est le passé, disait-il ensuite. Il ne reviendra pas. Nous sommes là, ajoutait Valentine. Tous les 3. Antoine buvait son thé et se rendormait. Un soir, 1 an après le retour, ils dînaient ensemble. Antoine sortit une vieille guitare. Il joua doucement les soirées de Moscou. La voix trembla, puis se raffermait.